Bonsoir aux fidèles téléspectateurs de la télévision H-Live. Bienvenue à la deuxième sortie de l'émission Santé à ta porte pour le mois d'octobre. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons parler de cancer du sein et on va aborder le thème cancer du sein, un problème majeur de santé publique. Comme d'habitude, à la télévision H-Live, elle s'engage à mobiliser à cette campagne annuelle destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Et pour aborder ce thème, nous aurons en fait le docteur Weber, Chiron La France, et on va parler de ce thème en trois parties: le dépistage, la prise en charge du cancer du sein localisé et en plus la prise en charge du cancer du sein généralisé. Bonsoir Nathalie, contente de te retrouver enfin. Bonsoir Myrvline, merci à toi. Donc je suis contente à chaque fois d'être avec vous, mes chers téléspectateurs, les téléspectateurs d'H-Live. Effectivement, dans le cadre d'Octobre Rose, H-Live participe également à cette campagne avec la communauté haïtienne et les amis d'Haïti, Santé à ta porte. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le docteur Weber Chiron La France, avec qui nous allons parler du dépistage cancer du sein, un problème de santé publique. Effectivement, Myrvline. Exactement. Donc, c'est un sujet très important. C'est une émission très spéciale et pour toute la population, bien sûr, puisque pour nous également. Le cancer du sein, c'est le deuxième cas mortel chez les femmes. Nous sommes toutes concernées et tous également. Voilà. Exactement. Bonsoir, docteur Weber. Bonsoir. Bonsoir, docteur Weber. Encore merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, le docteur Weber, vous êtes en Guadeloupe. Alors, comment va la Guadeloupe? Et voilà, et vous? La Guadeloupe se porte bien. Moi, je suis oncologue médical et je suis actuellement responsable de l'unité d'oncologie et responsable également du département de radiothérapie, oncologie et hématologie du CHU. Le plaisir est aussi pour moi de partager mes connaissances et plus particulièrement aider à cette sensibilisation dans le cadre d'Octobre Rose. Tout à fait. Donc oui, docteur Weber, il est oncologue médical, c'est-à-dire que docteur, vous êtes spécialiste du cancer. C'est bien ça? Oui. Oui. Donc ça tombe bien, nous sommes encore très heureuses que vous soyez là avec nous pour répondre aux questions posées par les téléspectateurs ou aux questions que certaines personnes n'osent pas poser à leur médecin. Donc, encore merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Ok, docteur Weber, on commence déjà avec les questions. Donc, on va parler du cancer du sein. Qu'est-ce qu'un cancer du sein? Le cancer du sein, c'est une tumeur maligne du sang. Donc, c'est la présence de cellules cancéreuses qui sont détectées par des biopsies. Donc, vous avez un résultat histologique ou anatomopathologique qui confirme bien qu'il s'agit d'un cancer du sein. Très bien, docteur. Alors, à qui s'adresse le dépistage? Comme vous le voyez dans les slogans, le dépistage s'intéresse aux femmes entre 50 et 74 ans. Sans symptômes. Ça, c'est très important de le savoir. Il ne faut pas attendre d'avoir une douleur dans le sein, une boule dans le sein. C'est sans symptômes. Donc, vous vous dirigez. Normalement, vous recevez une invitation pour pouvoir faire votre dépistage. Les patientes qui vont avoir des douleurs ou qui ont des symptômes ne relèvent pas du dépistage. Et la mammographie, est-ce qu'il existe une différence entre dépistage et mammographie? La mammographie, donc, c'est l'examen standard utilisé à travers le monde pour pouvoir dépister le cancer du sein. Alors, la différence maintenant qu'on peut se parler, c'est est-ce qu'on peut faire la mammographie de dépistage et une mammographie organisée, une mammographie faite par une patiente. La différence entre les deux, c'est que quand c'est le dépistage, vous avez une invitation. Vous réalisez cet examen, il y a un ensemble de radiologues qui sont dédiés, qui sont destinés, qui sont choisis
Et en général, c'est des radiologues qui sont compétents pour pouvoir faire la lecture de cet examen. Et évidemment, au terme de cette lecture, donc on vous rend vos résultats en disant, madame, vous avez une suspicion de cancer du sein ou vous n'avez pas de suspicion de cancer du sein. Et si on vous dit qu'il y a une suspicion de cancer du sein, donc vous allez vous diriger en général soit vers votre médecin traitant ou vers votre gynécologue qui lui va s'occuper de faire le diagnostic du cancer du sein. Très bien, docteur. On a parlé des dépistages. Doit-on faire une mammographie avant 50 ans? On peut faire une mammographie avant 50 ans si, par exemple, dans sa famille, on a peut-être plusieurs cancers du sein. Donc, ça veut dire qu'on a une suspicion, éventuellement, d'une prédisposition. Mais en général, dans le cadre du dépistage, il est donc proposé, donc il est donc recommandé de le faire entre 50 et 74 ans. C'est simple, c'est parce que c'est l'âge à laquelle le maximum de cancer du sein est diagnostiqué. Donc, ce qui fait que on va pas au-delà de 74 ans parce que l'objectif en soi, c'est quoi? C'est permettre qu'on puisse vivre plus longtemps. Ça veut dire permettre de diagnostiquer le cancer du sein très précocement et pouvoir donc guérir du cancer du sein. C'est ça l'objectif, en fait. Ok, docteur, merci. Donc, mais pourquoi les femmes qui ont 74 ans, bien 75 ans, sont exclues du dépistage? Parce que ça répond à la définition du dépistage. Quand on veut faire un dépistage, on veut une population cible. Ça veut dire que c'est la population dans laquelle on est susceptible d'avoir le maximum de cancer. Et deuxièmement, ça tient compte aussi de l'espérance de vie. Donc, si vous allez diagnostiquer un cancer du sein chez une femme de 76 ou de 80 ans, donc probablement avec ce cancer du sein, il va vivre peut-être 10 ans, elle aura le temps de mourir d'autres causes et non pas du cancer du sein. Donc, c'est pourquoi, en fait, il faut vraiment prendre la cible. Ça veut dire que la zone la plus susceptible d'avoir le maximum de cancer du sein, c'est-à-dire on va pas prendre les plus jeunes non plus, parce que tout simplement, on fait rarement un cancer du sein avant 50 ans, d'accord? Et quand on le fait après 74 ans, on peut en mourir d'autres causes et ne pas mourir du cancer. Donc c'est pourquoi, en fait, on ne valide pas donc, le dépistage du cancer du sein au-delà de 74 ans. Très bien, mais moi, si j'ai bien compris, la mammographie, le dépistage, c'est après la ménopause, 50 ans. Plus souvent, le diagnostic du cancer du sein, le plus souvent, se fait après la ménopause. Mais ça peut bien être fait plus tôt. Il n'y a pas vraiment une âge précise pour faire le cancer du sein. La seule chose, c'est que le dépistage se base sur les données épidémiologiques. Ça veut dire que c'est l'âge, c'est la période, c'est la tranche d'âge, on va dire, c'est mieux, dans laquelle on est plus susceptible de découvrir ou bien de faire le diagnostic. Mais on peut faire le cancer du sein à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Et le plus souvent, c'est dans les cas où on a une prédisposition génétique. Parce que à ce moment-là, vous avez peut-être des grands-parents, la grand-mère qui avait un cancer du sein, la mère qui avait un cancer du sein, vous avez déjà peut-être des sœurs ou bien même un frère qui avait un cancer du sein. Donc à ce moment-là, quand vous avez cette suspicion de cancer, on va dire génétique dans la famille, il ne faut pas attendre 50 ans pour s'en occuper. Il y a des recommandations spécifiques pour ce groupe de patients susceptibles d'avoir le cancer du sein plus tôt qu'à l'âge de 50 ans. Et dans le cas que je ne veux pas me faire dépister, qu'est-ce qui va se passer? Vous courez un risque. Le risque, c'est-à-dire, vous allez, au cas où, si vous développez un cancer du sein, vous allez le développer à un stade plus avancé. Donc, on revient sur le dépistage, à savoir, quand on vous détecte le cancer du sein vraiment au tout début, eh bien, vous avez la chance d'être guéri. Mais si on vous le découvre déjà quand il y a une boule dans le sein, les chances de guérison sont de moins en moins importantes. Donc, du coup, si vous voulez être guéri du cancer du sein, il faut vraiment participer au dépistage. Parce que si vous diagnostiquez votre cancer du sein plus tardivement, eh ben, les chances de guérison sont moindres. Très bien. Docteur, la mammographie, cela fait mal? Alors, je n'ai pas encore fait de mammographie, mais assez souvent, c'est un mot qui revient
Et on voit ça beaucoup plus chez les gens qui sont un peu sceptiques, qui sont un peu réticents. C'est vrai que on va dire que c'est gênant. On va dire que clairement, c'est un peu inconfortable parce que vous avez le sein qui est quand même plaqué, qui est compressé entre deux plaques. Et donc, du coup, ça gêne pendant un moment. Mais je veux dire que le stress, l'anxiété augmente cette douleur. Mais à la vérité, si vous questionnez, je sais pas, 10 femmes après une mammographie, il y en a 5 qui vont vous dire que bon, ça va. Il y a peut-être 2 qui vous diront jamais je n'en ferai plus parce que c'est bestial, c'est dur, c'est douloureux. Et peut-être 2 autres, ça sera un peu mitigé. Mais je n'ai pas fait de mammographie, je ne pense pas que ça fait très mal. C'est un examen simple à réaliser qui dure une quinzaine de minutes. Et le plus souvent, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'il faut essayer de dédiaboliser donc cette mammographie, qui est l'examen le plus simple actuellement proposé dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Est-ce que la mammographie détecte tous les cancers présents? Il se peut qu'il y ait un cancer qui échappe à la mammographie, mais ça reste très marginal. Le plus souvent, on va dire dans plus de 80 à 90% des cas, le cancer, quand il est présent, la mammographie permet le diagnostic. Alors, dans certains cas, on peut avoir des doutes, et quand il y a des doutes, on peut aller vers l'échographie quelquefois. On peut coupler ces 2 examens pour pouvoir faire le diagnostic. Et quelquefois, même plus loin, pour faire un IRM mammaire, qui est un examen beaucoup plus sensible que la mammographie et l'échographie. Et sachant que même au-delà de l'IRM et de l'échographie, le plus souvent, il convient donc de faire des biopsies. Et c'est les biopsies qui pourront dire clairement est-ce qu'il y a un cancer du sein ou non. Très bien, docteur. Merci beaucoup pour la première partie. De retour, chers téléspectateurs, donc à l'émission d'aujourd'hui, nous parlons du cancer du sein et on reçoit le docteur Weber, Chiron-La-France. Donc avec lui, on a parlé du dépistage. Tout à fait. Et maintenant, dans la 3e partie. La 2e? Oui. La 2e partie, justement, merci Nathalie. On va parler de la prise en charge du cancer du sein localisé. Tout à fait, c'est bien ça. Donc, docteur, peut-on guérir d'un cancer du sein? Et le message à faire passer aujourd'hui, c'est plutôt le diagnostic, il est précoce, eh ben, la chance de guérison est plus importante. Et plus tardif, donc le diagnostic, évidemment, on diminue les chances de guérison. Donc le message encore à faire passer, c'est d'inviter, de sensibiliser toutes les femmes à se faire dépister. Alors, quels sont les traitements, docteur? Alors, les traitements du cancer du sein sont sur plusieurs angles. Il y a le traitement chirurgical, qui est le traitement curateur du cancer du sein, et qui est le plus souvent réalisé en entrée de jeu. Ensuite, en fonction du diagnostic définitif et du bilan d'extension, ce que ça veut dire un bilan d'extension, ça veut dire que quand on détecte le cancer dans le sein, on doit s'assurer que ce cancer, il est bien dans le sein et qu'il ne s'est pas encore propagé. Donc, et à partir de là, donc, on va confirmer qu'il s'agit d'un cancer du sein vraiment localisé dans le sein. Le traitement de référence, c'est la chirurgie. Et évidemment, après la chirurgie, on peut discuter des traitements complémentaires en fonction des résultats de l'anapathe, ça veut dire de l'histologie, parce que quand on opère du cancer, on va certainement étudier au laboratoire cette masse qui a été enlevée. Et en fonction du risque de rechute, donc il y a d'autres traitements qui vont s'ajouter, à savoir la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie. Très bien, docteur, merci. Doit-on systématiquement faire une mastectomie? La mastectomie n'est pas obligatoire. La chirurgie du cancer du sein peut être soit ce qu'on appelle une chirurgie conservatrice. Quand il s'agit d'une chirurgie conservatrice, on ne fait que enlever la tumeur. Donc ça veut dire, on dit qu'on fait une tumorectomie. Donc ça veut dire on n'enlève que la tumeur.
d'accord, et le sein et l'ensemble du sein, le reste du sein est en place. Et on peut également faire un traitement radical, ça veut dire on fait une mastectomie, mais ça dépend beaucoup du diagnostic du cancer, à savoir par exemple si c'est un petit cancer dans un gros sein, il n'y a pas de problème, donc on peut juste faire la tumorectomie et donc il y a une symétrie entre le sein opéré et le sein non opéré. Par contre, quelquefois, il se peut que vous avez un petit sein avec une grosse tumeur. Donc si vous avez un petit sein et une grosse tumeur, donc dans ces cas-là, on est quasiment obligé de faire une mastectomie parce qu'il n'y aura pas de symétrie entre les deux seins. Et à ce moment-là, on peut vous proposer secondairement une reconstruction. Voilà. Il y a d'autres critères qui peuvent motiver, qui peuvent indiquer une mastectomie. Ça peut être par exemple quand vous avez plusieurs cancers dans le sein, ou bien vous avez un cancer du sein inflammatoire. C'est un cancer du sein un peu spécial, où vous avez tout le sein qui est pris en masse sous forme de mastic. Et dans ces cas-là, même après une chimiothérapie pour diminuer la taille de la tumeur et faciliter l'intervention, on est quasiment obligé de faire une mastectomie pour être en limite saine. Ça veut dire quoi? Parce que quand on opère un cancer du sein, il ne faut pas laisser de cellules cancéreuses après l'intervention. Alors, docteur, et vous parlez de traitement radical. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre le traitement conservateur et le traitement radical? Mastectomie. C'est ça? Alors, en termes de résultats sur le plan carcinologique, il n'y a pas de différence. C'est vrai que un patient peut penser clairement le fait de ne plus avoir le sein, c'est peut-être plus rassurant, mais ça ne change pas vraiment les espérances ou le pronostic en fonction d'une tumorectomie ou de la mastectomie. L'essentiel, c'est que la tumorectomie a ses indications, la mastectomie a ses indications, mais si l'équipe médico-chirurgicale vous propose une mastectomie, parce que c'est la mastectomie qui est indiquée, évidemment, la tumorectomie, si elle est proposée, c'est parce qu'on est sûr que c'est un traitement curatif également du cancer. Donc, docteur, c'est quoi un curage? Vous parlez du curage. Oui, tout à fait. Le curage, c'est le fait d'aller au niveau de la région axillaire, donc qui est sous le bras. Donc, on fait une incision pour sortir des ganglions. Et ces ganglions permettent donc ce qu'on appelle la stadification et la classification de la maladie. Donc, ce curage, en fait, est connu pour donner ce qu'on appelle un gros bras, ce qu'on appelle un infodème. Et c'est la raison principale. Actuellement, depuis quelques années, il existe ce qu'on appelle une technique du ganglion sentinelle. Ça veut dire que au lieu de couper sur le bras pour aller chercher les ganglions, on utilise une technique scintigraphique qui envoie donc un produit qui va certainement faire ressortir le ganglion le plus important. Et ce ganglion-là va être biopsié, va être enlevé et on va l'analyser. Si ce ganglion-là, il est négatif, ça veut dire qu'il n'est pas envahi par le cancer, eh ben, l'intervention s'arrête là. Et malheureusement, quand ce ganglion est envahi, on peut continuer la procédure jusqu'au curage. Et quelles sont les causes exactement du gros bras, exactement? Eh ben, c'est ça, en fait, le gros bras, parce qu'en fait, au niveau des ganglions, il y a ce qu'on appelle un drainage, c'est le système lymphatique. Et le fait d'intervenir au niveau du système lymphatique, donc on va entraîner donc des troubles au niveau de la circulation lymphatique, qui fait que évidemment la lymphe, qui est un liquide dans le corps, va s'accumuler au niveau du membre. Voilà, c'est ce qui explique ce qu'on appelle le lymphœdème ou le gros bras. Doit-on systématiquement faire une chimiothérapie? Alors, la chimiothérapie, elle n'est pas indispensable. Elle n'est pas non plus obligatoire dans ce sens. À savoir, je ne sais pas, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fonction du risque de rechute, une chimiothérapie peut être indiquée. Ça dépend beaucoup avec les critères, on va dire anciens, la taille de la tumeur. Si on a trouvé des ganglions présents dans le curage, et il y a aussi le type, parce qu'il y a des cancers qui vont être ce qu'on appelle hormonodépendants, qui ont un meilleur pronostic. Et il y a également, si vous êtes une femme ménopausée, ou bien si vous êtes une femme non ménopausée.
Donc, il y a également d'autres critères, à savoir, comme on a dit, l'âge, également s'il y a le risque. En gros, tous ces critères vont nous permettre d'évaluer un risque de rechute. Et c'est les patients qui vont avoir un risque de rechute supérieur à 10% dans les 10 ans. Et c'est dans cette population que la chimiothérapie est indiquée. Il y a beaucoup d'autres cas, d'accord, en fonction des critères que je viens de citer, qui ne vont pas en faveur de l'indication d'une chimiothérapie. Ok. Docteur Weber, comme vous savez que chez nous, on considère vraiment les traitements naturels. Donc, est-ce qu'on peut guérir de la maladie du cancer du sein à travers les traitements naturels? Alors, ça, c'est vraiment l'une des choses qu'on doit pouvoir faire passer à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Il n'y a aucune possibilité de traiter un cancer avec des traitements naturels. On revient à nouveau sur le cancer, qui est donc la présence des cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses, aujourd'hui, ils sont donc éradiquées soit par une intervention chirurgicale, soit par un traitement médical. Ça veut dire un traitement dont l'objectif est de détruire les cellules cancéreuses. Aucun traitement naturel à ce jour n'aura la prétention de guérir du cancer. Pourquoi rechute-t-on après un traitement bien conduit? Malheureusement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a des critères d'agressivité de la cellule cancéreuse et donc du coup les critères d'agressivité de la tumeur elle-même qui fait que évidemment un cancer peut toujours récidiver ou rechuter. Ceci évidemment c'est le problème majeur auquel on va dire on est tous confrontés. Ça veut dire même après plusieurs années après le traitement d'un cancer du sein, on ne peut pas être à l'abri complètement d'une rechute. Évidemment, ces critères sont multiples, mais on va dire les critères les plus importants, c'est les critères qui vont dans l'agressivité de la tumeur, qui fait que cette tumeur, elle va quand même rechuter malgré un traitement bien. Ok, nous sommes pratiquement arrivés à la dernière question et pour clore la prise en charge du cancer localisé. Donc, la dernière question, pourquoi tous les cancers du sein sont-ils traités différemment, docteur? On a dit tout à l'heure que en fonction de l'examen anatomopathologique qui sera réalisé et sur les biopsies et sur la tumeur, donc il y a plusieurs types de cancers du sein. Il y a des cancers du sein qui vont exprimer les récepteurs, c'est ce qu'on appelle les cancers du sein RH+, donc R pour récepteur et H pour hormonaux, donc c'est des récepteurs hormonopositifs. Ces patients-là, en plus de l'intervention chirurgicale, en plus quelquefois de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, ils vont bénéficier d'une hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est un comprimé. Beaucoup de gens connaissent le tamoxifène qui était la première hormonothérapie prescrite dans le cancer du sein. Il y a également ce qu'on appelle les anti-aromatales, que ce soit létrozole, anastrozole. Et ces médicaments, le plus souvent, ils sont pris pendant une durée de 5 ans. Ça, c'est pour le cancer RH+. Vous allez comprendre dans le même sens, si vous avez un cancer du sein RH-, ça veut dire que votre cancer du sein n'exprime pas les récepteurs, donc vous n'allez tirer aucun bénéfice du traitement hormonal. Donc du coup, vous n'allez pas bénéficier de ce traitement hormonal. Il y a également les cancers du sein qui expriment une protéine qui s'appelle HER2. Et cette protéine HER2, donc, quand elle est présente, évidemment, ça augmente l'agressivité de la tumeur, ça augmente les risques de rechute. Mais les derniers développements, on va dire, dans les 20 dernières années, ont permis de découvrir des médicaments qui ciblent le HER2. Plus particulièrement, il y a un médicament qui s'appelle Herceptine, le trastuzumab. Ce médicament, il est proposé, donc il est indiqué chez les femmes qui ont un cancer du sein HER2+, donc c'est-à-dire qui expriment cette protéine HER2, pour une durée d'une année, après la chirurgie, après la radiothérapie, ainsi que la chimiothérapie. Il y a même actuellement un autre médicament qui s'appelle Capsula. Ce médicament, c'est un autre anti-HER2 qui est proposé dans le cas où on a fait une chimiothérapie avant l'opération et que pendant l'opération, il persiste encore des cellules cancéreuses. Au lieu d'avoir ce traitement par Herceptine, vous allez avoir un traitement par Capsula qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant que l'Herceptine. Et malheureusement, il y a un troisième groupe
C'est un groupe qui n'exprime pas les récepteurs hormonaux et qui n'exprime pas non plus HR2. Donc les récepteurs hormonaux étant des récepteurs à l'œstrogène et des récepteurs à la progestérone. Donc c'est-à-dire qu'ils sont récepteurs œstrogène négatifs, ils sont récepteurs progestérone négatifs et ils sont HR2 négatifs. Cette population, elle est bien connue aujourd'hui. On les appelle triple négatifs, ça veut dire qu'ils sont 3 fois négatifs. Et donc, du coup, ces patients, ils n'auront ni d'hormonothérapie, parce qu'ils n'ont pas de récepteurs hormonopositifs. Ils n'auront pas de traitement par anti-HR2, parce que la protéine HR2 n'est pas exprimée. Et ils n'auront que la chimiothérapie. Malheureusement, ce groupe est considéré comme le groupe de moins bon pronostic actuellement dans le cadre de ces 3 groupes de cancer du sein que je viens de vous citer. Ok, merci docteur. Donc justement là, on a parlé du dépistage, on a parlé de la prise en charge du sein localisé. Maintenant, on va voir la dernière partie. Qui est la prise en charge du cancer du sein généralisé. Tout à fait. Donc on arrive à la 3e partie, docteur. Quelle est la différence entre tumeur et métastase? Il y a la tumeur primitive. Alors, la primitive, c'est la boule qu'on dit dans le sein, ou bien l'image d'un enfant qu'on va opérer. C'est le point de départ. Le point de départ, c'est ce qu'on appelle la tumeur primitive. Et du coup, si vous traitez la tumeur primitive et il n'y a pas de rechute, le malade sera guéri et donc du coup, il ne sera pas question de métastase. Malheureusement, quand la tumeur revient, donc ça veut dire quand il y a la rechute, ou encore il y a la récidive. Donc à ce moment-là, ça peut revenir dans n'importe quelle structure. Ça peut revenir dans les os, ça peut revenir dans le poumon, ça peut revenir dans le foie, ça peut revenir dans le cerveau, ça peut revenir sur la peau. Et donc du coup à ce moment-là, on parle de métastase. Donc la métastase, c'est donc le cancer du sein qui s'est propagé, qui s'est généralisé et qui va se propager ailleurs. Donc la métastase est ailleurs, tandis que la tumeur primitive est dans le sein. Ok, quel examen pour détecter la métastase? Alors, le plus souvent, les examens utilisés peuvent être très très différents. Donc, il est recommandé, quand on peut faire un scanner, ce qu'on appelle thorax, abdomen, pelvis, mais ces examens seront quand même réalisés dans le cadre des symptômes que le malade va proposer. Si le malade vous dit qu'il a très mal à la jambe ou très mal aux os, donc on peut faire une scintigraphie osseuse. On peut également faire un scanner thorax, abdomen, pelvis, parce que ça permet de voir est-ce qu'il y a une métastase ou plusieurs. Et aujourd'hui, en France, en Guadeloupe, on peut faire un TEP scan. Le TEP scanner, c'est un examen de médecine nucléaire qui est beaucoup plus sensible et qui permet vraiment de détecter les métastases là où elles peuvent se retrouver. Quelles sont les métastases les plus dangereuses? Font-elles mal? Alors déjà, les métastases, comme on vient de dire, on peut en avoir partout. Et en fonction du nombre de métastases et de la localisation de ces métastases, elles peuvent avoir une agressivité différente. On va imaginer par exemple une métastase cérébrale. Alors c'est peut-être la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que vous savez, le cerveau, il est relativement, on va dire, limité et protégé. Et donc, quand vous avez des métastases au cerveau, il faut aller faire une chirurgie au niveau du cerveau ou bien aller faire de la radiothérapie au niveau du cerveau. Ça reste compliqué et dans certains cas, le malade il peut avoir des crises convulsives, donc c'est comme l'épilepsie, il peut avoir des convulsions, il peut avoir des vomissements, il peut avoir des maux de tête sévères et du coup, ça explique. La métastase va se manifester en fonction de la zone où elle se trouve. Si vous avez des métastases dans les os, vous pouvez avoir de fortes douleurs dans les os. Ça peut être au niveau des vertèbres dorsales, des vertèbres du dos, ou bien encore au niveau des os longs. Ça peut être au niveau des jambes, la cuisse, voilà où ça se trouve. Les métastases pulmonaires, malheureusement, ça va faire tousser. On peut cracher du sang. Donc, on peut avoir des difficultés à respirer. Donc, le malade sera donc sous oxygène.
Donc, si on a des métastases au niveau du foie, donc le malade peut devenir jaune, il peut avoir des douleurs au niveau du ventre. En fait, il n'y a pas une symptomatologie spécifique. C'est en fonction vraiment de la localisation de la métastase ou des métastases, et surtout et en fonction du nombre. Parce que quand vous allez comprendre, si vous avez une ou deux métastases, vous avez moins de symptômes que le malade qui va avoir 10, 12, 15. Et si vous avez de grosses métastases qui prennent tout le foie, donc ça veut dire que le foie ne peut plus fonctionner. Et donc clairement, c'est un organe très important pour le corps. Et donc du coup, les risques de décès sont très très importants à très court terme. Donc en gros, si on doit résumer la situation, les métastases peuvent faire mal, oui, ils peuvent faire mal en fonction de l'endroit où elles se trouvent et en fonction du nombre de métastases aussi que le malade va présenter. Mais est-ce qu'on peut guérir des métastases? Alors, si on respecte ce que dit la science, une fois qu'on a une maladie métastatique, on est considéré incurable. Ça veut dire que on ne peut pas officiellement guérir de métastases d'un cancer du sein. Ça ne veut pas dire que quelques patients ne vont pas être guéris au bout du compte. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des techniques qui se sont développées. Si on a une métastase seulement au niveau du foie, on peut aller faire une chirurgie au niveau du foie et enlever la métastase. Si elle est unique, évidemment, le malade peut s'en sortir bien. On peut avoir une métastase osseuse unique qui a été opérée, mais par définition, dès qu'on a une métastase, on va dire dans la plus grande majorité des cas, on considère que la prise en charge, elle n'est plus curative. Elle est plutôt palliative. Ça veut dire que vous repoussez les échéances. C'est vrai que on a des traitements efficaces qui permettent que le malade aille à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais le message qu'on doit faire passer aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir faire le diagnostic le plus précocement pour bénéficier des chances de guérison et ne pas laisser la maladie avancer et avoir le diagnostic tardif. Et malheureusement, par définition, diagnostic tardif veut dire traitement palliatif. Alors, peut-on guérir naturellement? Alors, c'est la même question qui a été posée tout à l'heure. Pour si le traitement naturel ne peut pas tuer les cellules cancéreuses dans le sang, le traitement naturel ne peut pas non plus guérir les métastases. Donc, c'est encore plus grave quand on a les métastases, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que la maladie est généralisée, donc les cellules se propagent partout, donc il faut vraiment limiter cette propagation pour pouvoir augmenter les chances d'augmenter la survie, ça veut dire de permettre, vous voyez bien, on n'est plus dans la guérison, mais c'est ce qui va permettre aux patients de vivre un peu plus longtemps. Et si malheureusement, on ne fait rien, donc il n'y a pas un traitement qui empêche la propagation du cancer, évidemment, vous allez mourir très vite, malheureusement. Mais pourquoi ça revient à chaque moment, les métastases? C'est-à-dire qu'une fois que le cancer, il revient dans le corps, ça circule. Donc, il y a ce qu'on appelle, ça circule dans le sang, ça circule dans les ganglions. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus les moyens de pouvoir guérir cette maladie. Donc, comme on ne peut plus guérir cette maladie, donc, du coup, à un certain moment, une fois que la chimiothérapie ou l'hormonothérapie, le traitement qui est en cours n'est plus efficace. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez une bataille, vous avez une guerre entre les cellules cancéreuses et l'organisme. Donc, chaque fois que les traitements sont efficaces, ils vont empêcher la propagation du cancer et donc, du coup, le malade va vivre plus longtemps. Et donc, du coup, les métastases vont se stopper, ils vont plus continuer à se propager. Mais malheureusement, quand il n'y a pas de traitement ou bien le traitement en cours n'est plus efficace, les métastases vont continuer à se propager. Donc, on peut les trouver dans un premier temps dans les os, on peut les trouver dans le poumon, secondairement dans le foie. Après, il va y avoir des malades qui sont même ce qu'on appelle multimétastatiques. Ça veut dire qu'ils ont des métastases dans le cerveau, dans les os, dans les poumons, dans le foie, sur la peau, etc. Donc, un malade comme ça, en fait, vous avez des métastases qui prennent le contrôle des organes. Et donc, du coup, ce malade, quelles sont les pistes de recherche actuelles? Alors, je reviens, et je pense que ce sera le message. Et c'est admis quasiment dans tous les pays où on a les moyens, c'est le dépistage. L'outil le plus performant actuellement, ça reste le dépistage. Parce que c'est le dépistage qui va permettre le diagnostic précoce du cancer du sein. Et quand on est diagnostiqué précocement, on a toutes les chances de guérison. C'est vrai qu'on fait beaucoup de progrès
au niveau des traitements du cancer du sein, notamment au niveau des chimiothérapies, au niveau de ce qu'on appelle de la thérapie ciblée, c'est le plus souvent des comprimés qu'on utilise pour le traitement du cancer, et plus récemment de l'immunothérapie qui commence à arriver dans le cancer du sein, et ensuite il y a quand même des techniques ablatives, par exemple c'est ce qu'on appelle la radiofréquence, la cryothérapie, la radiothérapie stéréotactique. Il y a beaucoup de développement, on va dire, grosso modo, dans tous les traitements du cancer du sein. Mais le message aujourd'hui, ça va rester le diagnostic précoce du cancer du sein via le dépistage. C'est là que on va avoir le maximum de guérison et c'est là, évidemment, qu'on va diminuer le taux de mortalité par cancer. OK, donc Nathalie a posé la dernière question, on a épuisé toutes les questions. Donc, si vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet du cancer du sein, quel serait quoi? Je reviens sur la même chose, c'est sensibiliser la population de 50 à 74 ans à se faire dépister. Alors, parallèlement, l'une des choses qu'on peut conseiller aux femmes, c'est ce qu'on appelle l'autodépistage. Ça veut dire que même si on n'a pas encore 50 ans, ça veut dire qu'on peut toujours faire son autopalpation des seins. Car si toutefois vous n'êtes pas dans cette tranche de 50 à 74 ans et que vous avez une petite boule dans le sein, à ce moment-là, vous vous dirigez vers votre médecin traitant ou votre gynécologue et à ce moment-là, on va faire des examens plutôt, la mammographie, l'échographie ou bien l'IRM pour pouvoir diagnostiquer le cancer au plus tôt. Il ne faut pas avoir peur du cancer, il faut vraiment sensibiliser à ce diagnostic précoce, écouter son corps, s'examiner régulièrement et au moins de doute, évidemment, aller voir son médecin et ne pas se cacher en disant « ouais, ce n'est rien, c'est un kyste, etc. » Dès que vous avez une boule dans le sein, il faut vraiment... c'est une urgence, il faut aller voir le médecin, il faut faire les examens nécessaires, il faut quelquefois faire une biopsie pour en être sûr qu'il ne s'agit pas d'un cancer du sein. Ça sert à rien de passer à côté, de chercher tous les diagnostics possibles, d'aller utiliser des médicaments naturels, d'aller utiliser des crèmes, d'aller utiliser des pommades, d'aller utiliser des médicaments, on va dire des traitements naturels. Il faut vraiment, d'abord, on va dire, dépistage pour celles entre 50 et 74 ans, et examen pour tout le monde de façon régulière avant 50 ans, dès que possible, pour pouvoir détecter éventuellement un cancer du sein qui pourrait échapper au dépistage, ou éventuellement prendre en charge la maladie le plus précocement possible. C'est là qu'on va avoir toutes les chances de guérison. Voilà. Très bien, docteur. Merci. On vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. C'était comme d'habitude, exactement. C'était très technique. En fait, comme docteur Weber, il est spécialiste, il est oncologue. Donc, c'est vraiment, les cancers sont ses domaines. Donc, d'habitude, on parle d'une généralité, mais aujourd'hui, c'était vraiment ciblé, dépistage. Exactement. Traitement. Et en même temps, les traitements en fin de vie. Vraiment, le cancer, il est généralisé. Donc, on peut... on a eu une émission différente comme l'année dernière. Et petit rappel qu'on avait lancé cette émission le mois d'octobre. Donc, oui, le 28 octobre. Le 28 octobre. Donc, on va célébrer justement. Donc, la fin du mois. À la fin du mois. À la fin du mois. On ne fait jamais les anniversaires avant, ça porte malheur. Non, ça c'est bonheur. Ça va porter bonheur, justement. Donc, et aujourd'hui, je vais faire un petit rappel pour les chers téléspectateurs. On a vu le thème, le cancer du sein, un problème majeur de santé publique, et avec le docteur Weber chez On La France. Oui, qui est oncologue médical. Donc, il est spécialiste dans le CHU de la Guadeloupe. Donc, on a eu l'occasion de l'avoir aujourd'hui afin de partager avec lui ses connaissances sur le cancer du sein. Donc, après, dans la deuxième étape, nous avons parlé de la prise en charge du cancer du sein localisé. Voilà. Donc, on a vu que habituellement on pose les questions. Il n'y a pas réellement les grandes lignes, mais là, c'était vraiment très
Très serré. Très serré, très serré. Donc, c'était différent. Moi, j'ai appris, qu'est-ce que j'ai appris? En fait, le dépistage est préconisé, il a bien dit, préconisé. Donc, ça veut dire que si quelqu'un souhaite le faire avant 50 ans, cette personne-là a la possibilité. Oui, si la personne a un doute à partir d'une vingtaine d'années, c'est possible, mais il est préconisé de faire un dépistage entre 50 et 74 ans. Voilà. Exactement. En gros, c'est ça. Donc, tous les années, il y a les campagnes pour sensibiliser les femmes, et aussi les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont des cancers du sein, mais en général, comme c'est nous les femmes qui avons les hormones, donc nous sommes plus sensibles à ça. Donc, également, on n'a pas besoin d'attendre la campagne pour aller faire un dépistage du sein si on a quelques doutes. Oui, exactement. Allez voir votre médecin. Et qu'est-ce qu'il reste à dire avant de partir? Aussi, les traitements naturels, arrêter les traitements naturels contre le cancer du sein. Ouais. Le médecin l'a dit à l'émission, donc les traitements naturels, faut les arrêter à partir de ce moment. Donc c'est pas une guérison pour la maladie du cancer du sein, ou bien quel que soit le cancer, donc arrêter les traitements naturels. Donc. Oui, t'as tout dit. En général, c'est vrai qu'on croit dans notre médecine, traditionnelle, mais bon, effectivement, pour certaines choses, certaines maladies, mieux vaut faire confiance à la science. Exactement. Si on peut dire ça. Exactement. Le mot départ. Donc, on dit aux téléspectateurs, à bientôt.